était assez impressionnant. Il nous dit non, mais si, moi, ma vie, elle est faite. S'il y a des gens à sauver, c'est vous, vous êtes jeune. Salut les Goonies! Dans les années 80 et 90, Hollywood nous a régalé avec des films catastrophes ultra spectaculaires. Daylight, Twister, Volcano, Speed, des héros ordinaires confrontés à l'impossible qui leur tombe sur le coin de la figure. Et bien entendu, un film a marqué plus que d'autres, Titanic. Alors tous ces films nous ont forcément fait nous poser cette question. Et moi, qu'est-ce que je ferais dans un film comme ça? J'ai aujourd'hui la chance de pouvoir avoir le témoignage d'un rescapé d'une des catastrophes les plus cinématographiques de ces dernières années, le naufrage du Costa Concordia. Imaginez un navire de 114 000 tonnes haut comme un immeuble de 11 étages en train de couler en basculant complètement sur son côté. Imaginez un capitaine qui quitte le navire le premier en ne faisant rien pour organiser le sauvetage des 4000 passagers. Eh bien Nicolas a vécu tout cela, heure par heure, minute par minute, et nous le raconte aujourd'hui avec son recul sur cet événement tragique survenu il y a maintenant 13 ans et qui a coûté la vie à 36 personnes, dont 6 Français. Et moi, comment est-ce que j'aurais réagi si j'avais été sur ce bateau? Cette épave, c'est l'un des plus grands bateaux de croisière italiens, le Costa Concordia. Il s'est échoué ici il y a une semaine, avec 4200 personnes à son bord, au cours d'une nuit de cauchemar. C'était un voyage programmé, presque un voyage de noces, même si ça faisait longtemps que nous étions ensemble, mais nous avons eu nos 2 garçons. Et donc, on n'a pas eu le temps de programmer ce voyage, mais une fois qu'on a eu ces 2 garçons-là, qui avaient 3 et 5 ans à l'époque, on s'est dit, ben, tiens, ça serait bien qu'on se fasse un petit voyage tous les deux. Donc, l'idée nous est venue de faire ce tour de la Méditerranée, en fait. Costa Concordia a organisé ça. Donc, c'était un séjour d'une semaine qui faisait le tour de la Méditerranée au départ de Marseille. Et donc, avec à chaque jour des escales. Et voilà, c'était plutôt sympa. Et on s'est dit, ben, ça doit être super chouette. C'est la première fois qu'on faisait une croisière. On était assez motivés tous les deux. Et voilà, donc vraiment avec enthousiasme, on s'est dit, ben, c'est chouette de pouvoir faire ça tous les deux finalement, parce qu'on n'était jamais trop partis tous les deux. Le départ était un vendredi 13 janvier 2012. Donc, sans être superstitieux, quand on connaît la suite de ce voyage, c'est intéressant de savoir que c'était un vendredi 13. Quand on est arrivé au pied de ce bateau, c'était... ce qui était impressionnant, c'était ce gigantisme. Un bateau qui fait 400 mètres de long, 13 étages. Donc voilà, c'est un monument, c'est un immeuble. 4500 personnes à bord, donc voilà, c'est le gigantisme. Quand on arrive sur le quai, qu'on voit ce bateau, on est impressionné par ce gigantisme et on se dit, voilà, il ne peut rien nous arriver sur ce type de bâtiment parce que c'est juste gigantisme apparent et on n'est plus à l'époque du Titanic et que donc forcément on ne pense même pas à cette notion de sécurité ou qu'il puisse nous arriver quelque chose. La vie sur ce bateau, c'est des paillettes. C'est vraiment quelque chose de... Alors, il y a des gens qui aiment ou pas ce genre de prestations. C'est vrai que c'est que du ludique, c'est que du plaisir, c'est que du gigantisme. Voilà, et ce bateau, voilà, vraiment, c'est ce que je disais, c'est que des paillettes. Et donc, oui, il y a 7 restaurants, il y a 7 piscines, il y a je ne sais pas combien de chambres, puisqu'il y a tellement de 4500 passagers. Mais, donc voilà, c'est vraiment, il y a une salle de spectacle, je pense, qui ferait rêver tout le monde. C'est démesuré, il y a un casino, il y a des bars, il doit y avoir une douzaine de bars. Donc voilà, et puis tous les gens, tout est fait pour que les gens prennent du plaisir, tout est fait pour que les gens... Il
y a des musiciens, tout est partout que du clinquant, que du trébuchant. Il y a des magasins de grandes marques. Voilà, enfin, tout est fait pour dépenser son argent, mais pour le plaisir. Voilà. Donc on est vraiment dans une ambiance et tout le monde vient sur ce bateau avec cette ambiance. C'est assez familial. Moi, j'ai été étonné de voir beaucoup de familles avec des enfants, donc, et ça s'y prête, puisqu'il y a même des animations pour les enfants sur ce bateau. Il y a des toboggans, enfin, il y a des toboggans qui tombent dans des piscines. Il y a beaucoup de choses ludiques faites pour les enfants aussi. Il y a plein de spectacles auxquels les enfants peuvent participer en tant que même acteurs. Donc voilà, c'est vraiment un monde à part, j'allais dire. C'est le World arc-en-ciel et c'est super chouette. Il n'y a rien, aucune ombre au tableau. La traversée se fait en général de nuit pour qu'en fait, pendant la nuit, on navigue et le matin, on arrive à un port, donc dans une nouvelle ville, dans un nouvel pays. Et du coup, on a toute la journée pour visiter ce pays et les gens débarquent au fur et à mesure, puisque finalement, c'est un tour de la Méditerranée. Donc, nous, on a pris place à Marseille, mais du coup, après, l'étape suivante, c'était la Sardaigne. Et la Sardaigne, et bien voilà, il y a des gens qui ont fini leur séjour, qui ont débarqué, et d'autres qui ont embarqué, et ainsi de suite. Voilà, on fait des séjours comme ça. Tous les jours, on navigue la nuit, et donc le matin, on va visiter, si on le veut, hein, on va visiter, en tout cas, on arrive sur un port, et on peut visiter la ville dans laquelle on est. Donc c'est plutôt très sympa. On a passé... on a la chance, nous, où c'était la fin de notre séjour. Je dis on a la chance avant qu'il y ait l'accident et qu'il y ait le naufrage parce qu'on était bien repérés dans le bateau. Sachant que, comme j'ai dit, on navigue la nuit. Donc, il faut savoir que quand c'est arrivé, on venait d'arriver à Rome. Et donc, il y a des gens qui venaient d'embarquer le matin même de Rome. Et donc, qui, quelques heures plus tard, en l'occurrence vers 21h15, je crois, le moment où on touche ce rocher. Donc ils venaient d'embarquer quelques heures avant. Nous, on connaissait déjà bien le bateau, ça nous a beaucoup aidé par rapport à ces gens qui venaient d'arriver sur le bateau. Parce que c'est un bateau, c'est comme une ville, hein, donc c'est gigantesque. On savait, il y a plein de ponts, il y a plein d'ascenseurs, les restaurants sont sur l'avant du bateau, les chambres sont sur l'arrière du bateau, mais voilà, il faut vraiment savoir se repérer. Et finalement, nous, il nous restait un jour de navigation, donc on était à la fin de notre séjour, et c'est une chance, je pense. Alors, au moment du naufrage, nous étions au restaurant, puisqu'il était 21h, comme j'ai dit tout à l'heure, il était 21h et quelques. Et en fait, donc on était au restaurant dans une table avec d'autres personnes, des Français d'ailleurs. Il y a beaucoup de nationalités sur ce bateau, mais là en l'occurrence, à cette table, ce soir-là, on était avec des Français. On était 4 à table. Et on a entendu un gros bruit en fait. Un gros bruit et des grosses vibrations. Et ces vibrations et ce gros bruit, en tout cas moi, m'ont pas fait penser du tout à une avarie ou quoi que ce soit, mais plutôt à, je veux dire, peut-être un dysfonctionnement en salle des machines ou à des choses comme ça. Et donc, ça ne m'a pas plus inquiété que ça au départ, si ce n'est que très rapidement après ce bruit qui s'est arrêté, assez long, une quinzaine de secondes, avec cette vibration, cette forte vibration, le bateau assez rapidement s'est mis à pencher. Très peu au début, mais il s'est mis à pencher, voilà, peut-être de quelques degrés. Et là, pour beaucoup, ça a commencé à être la panique. Et voilà, moi j'ai la chance avec mon épouse où ça n'a pas été le cas, on n'a pas paniqué du tout.
Et moi, assez rapidement, alors voilà, l'avantage d'être sur le bateau depuis pas mal de temps, dès qu'on embarque, en fait, on nous propose de voir une vidéo sur le fonctionnement du bateau, de la vie à bord. Et en fait, je m'étais rappelé donc que j'avais vu cette vidéo, et dans cette vidéo, il était précisé que le bateau, pour améliorer sa stabilité, il avait dans la coque, hein, sous les profondeurs, dans l'eau, il avait la possibilité de mettre des sortes d'ailes qui se mettaient en place comme des ailes d'avion, qui se mettaient en place au niveau de la coque dans l'eau pour pouvoir améliorer sa stabilité. Et quand il y a eu donc ce bateau qui commençait à pencher, je me suis dit, c'est vraiment le premier réflexe que j'ai eu, je me suis dit, ah ben tiens, peut-être qu'il y a une aile qui n'est pas sortie, il n'y en a qu'une qui est sortie, et que du coup, le bateau, il penche juste un peu comme ça, mais parce qu'il y a une aile qui n'est pas sortie. C'est vraiment la chose que je me suis dit, donc j'ai pas eu d'autres sentiments ou d'autres impressions à ce moment-là. Et je pense que mon regard rassurant sur cette chose-là, notamment par rapport à mon épouse, a fait que elle s'est sentie sûrement rassurée aussi. Et donc voilà, en tout cas, à aucun moment donné, je me suis dit il arrivait quelque chose de problématique. Le bruit s'arrête et le bateau commence à pencher. Mais il n'y a pas encore de choses qui tombent, il n'y a pas encore de bascule. Par contre, quelques minutes après, je m'aperçois que le bateau continue à pencher. Et du coup, des choses commencent. Oui, en effet, on est à table, hein, on est peut-être 400 dans ce restaurant, et des choses, des assiettes commencent à tomber, tout ça, voilà, et des gens commencent un peu à crier, à partir. Et j'ai une anecdote qui est assez sympa par rapport à ça, c'est que sur le bateau, il faut savoir que les repas sont compris, mais pas les boissons. Et donc, je venais de commander, donc on était à la fin de notre séjour, mais je venais de commander une bouteille de vin. Et le vin, c'est très très cher à bord, et j'avais commandé une bouteille de vin. Et donc, je nous avais servi 2 verres de vin, mon épouse et moi. Et en fait, au moment où le bateau a continué à plus pencher, j'ai eu le réflexe de tenir mon verre. Et donc, finalement, ce verre me servait de bulle à niveau. Et j'ai vu que mon verre en effet penchait, mais le contenant, enfin le liquide, le vin, ne se renversait pas encore. Mais je tenais ce verre entre les doigts. Et toujours pas paniqué, mais par contre, autour de nous, ça commençait à beaucoup s'agiter. D'ailleurs, le couple qui était en face de nous en train de manger sont partis en s'excusant d'être un peu paniqué, en disant non, on s'en va, il faut y aller, il y a un truc grave. Mais moi et mon épouse, on est restés à table. Je tenais ma bouteille de vin et le verre parce que c'était important. Et donc on est resté quelques minutes comme ça. On n'était pas les seuls à rester à table, mais beaucoup étaient partis. Et en fait, je suis resté à table jusqu'au moment où, en tenant mon verre, là, le contenant, enfin voilà, le liquide, le vin, tout en tenant mon verre, commençait à se renverser. Et c'est comme ça que je me suis dit, là, on commence à pencher plutôt pas mal. Donc j'ai dit à mon épouse, là, peut-être qu'on commence peut-être à bouger, il commence à se passer des trucs. Et au moment où je dis ça, bon ça c'est le hasard comme ça de la vie, mais au moment où je dis ça, où on se lève de table, alors petite anecdote encore, j'y avais les serveurs qui étaient donc des gens bien sûr du personnel du bateau, finalement étaient aussi paniqués que nous. Hein. Comme ma bouteille de vin était encore pleine, je lui ai donné ma bouteille de vin en lui disant « Gardez-la parce que demain, voilà, ne me faites pas style, vous vous rappelez plus que j'ai pris la bouteille de vin. » Donc il était tout étonné de prendre sa bouteille de vin parce qu'il était assez paniqué. Mais en tout cas, on s'est levé à ce moment-là pour dire « Bon, il faut qu'on fasse quelque chose ». Ça bougeait beaucoup autour de nous.
Je décris ça enfin, dans le calme, mais en fait, les assiettes voilà, volaient de partout, les gens tombaient, ça criait, ça commençait à crier, enfin voilà. Et au moment où on se lève, donc, blackout, nuit totale, puisque on le saura après, hein, par rapport à ce qui s'est passé, mais donc l'accident, en fait, le rocher, le bateau qui donc a heurté ce rocher, a ouvert la coque sur 70 mètres, donc c'est quand même assez énorme, sur 70 mètres, et finalement à hauteur de la salle des machines. Donc très vite la salle des machines s'est remplie, du coup ce qui a fait que le bateau a penché, et très vite il y a eu un blackout puisqu'il n'y avait plus de salle des machines, il n'y avait plus d'électricité, il n'y avait plus rien. Donc au moment où on se lève, nuit noire, donc panique multipliée par 250 autour de nous, juste les alertes, là, enfin, quand on a d'un blackout, il y a toujours des sorties de secours. Enfin, ouais, il y a des éclairages encore comme ça qui restent sur batterie, donc qui permet un peu de s'orienter. Donc là, la panique est totale, vraiment pour tout le monde. Et donc le bateau, j'estime, penche à peu près à 15 degrés. Donc on commence à se déplacer voilà, un peu en se tenant un peu sur les côtés. Et surtout, on n'a toujours pas d'information. On n'a aucune information par les haut-parleurs, par le personnel, par le commandement, comme quoi il se passe quelque chose, on n'a rien comme information. Et pourtant, il fait nuit noire, on est en blackout. Donc, le réflexe qui est fantastique finalement avec le recul de mon épouse, c'est de dire on va remonter dans la chambre et on va récupérer nos manteaux, nos sacs et les gilets de sauvetage, puisqu'on se rappelait qu'on nous avait dit dans la vidéo de présentation qu'on avait des gilets de sauvetage dans les cabines. Donc là aussi, heureusement qu'on était à l'avant-dernier jour de notre voyage, puisque finalement on savait exactement où était notre chambre, alors qu'on était une nuit noire, hein. Il n'y a plus d'ascenseur, il n'y a plus rien, mais on savait se repérer. Et chose extraordinaire, puisque les chambres marchent avec des badges, donc électriquement. Au moment où on arrive près de notre chambre, un moteur électrique, je suppose, ou un moteur plutôt thermique se met en marche, on a de l'électricité à nouveau dans le bateau, et on arrive à badger notre chambre et à rentrer. Donc ça aussi, c'est des choses un peu extraordinaires même. Et donc on arrive dans notre chambre, on récupère pas grand-chose, hein, parce que c'est la panique et on se dit qu'il faut, enfin, pas nous la panique en termes, mais on sait qu'il faut être actif. Donc on récupère en effet 2 gilets de sauvetage, on prend des manteaux, hein, c'est l'hiver, on est le 13 janvier 2012. Donc on prend des manteaux, on prend nos portefeuilles, nos clés de voiture, de maison, et ça s'avère essentiel pour la suite. Et du coup, voilà, et on se dit, le bateau penché d'un certain côté, et moi j'ai dit, alors que notre lieu normalement de rendez-vous qu'on avait vu dans la vidéo aussi, on avait tous par rapport à notre cabine des lieux de rassemblement, mais en fait le bateau penchait comme ça, et notre lieu de rassemblement était prévu finalement sur le côté qui penchait. Et j'ai dit à mon épouse, j'ai dit, mais non, nous, il faut qu'on aille sur un point haut. C'est plus logique, parce que sinon, voilà. Parce que le bateau, quand même, commençait à bien pencher en arrivant dans la chambre. Mais il n'y a jamais eu... Enfin, ça s'est fait... C'est très long, le moment de bascule. Ça n'a jamais été... d'un coup, ça n'a jamais été très vif. Et de plus... Il
faut savoir, et ça peu de gens le savent, le bateau a changé de côté pour lequel il a penché. Donc en fait, il a penché pendant des heures, ou en tout cas des longues minutes, ou peut-être 1 heure d'un certain côté. Il a penché de l'autre côté après. Et là, quand il a penché de l'autre côté, c'était, j'allais dire, la fin, et c'est là où il s'est retrouvé à 90 degrés, enfin en tout cas posé. On ne savait pas qu'il allait se poser, nous, parce qu'on ne savait pas qu'on était près du Nil, mais en tout cas, à terme, on sait qu'il s'est posé. Donc, ça n'a jamais été une bascule vive, ou voilà, ça a été très très mesuré, mais ce qui était impressionnant, c'est le moment où finalement on s'est retrouvé droit, et on s'est dit, mais qu'est-ce qui se passe? Et finalement, le bateau a penché de l'autre côté. Et là, ça a été sans fin, puisqu'il a penché, mais tout ça, c'est sur 12 heures, donc c'est assez long. On voit bien qu'on marche, qu'à un moment donné, on touche plus les murs que le sol, et que voilà, on sait bien, mais que voilà, c'est compliqué, mais je veux dire, c'est pas d'un coup. Je propose de monter à un point haut. Donc, nous, notre chambre était au 7e niveau. Donc, le Costa Concordia est un bateau qui fait à peu près, je crois, 12 niveaux. Donc nous, on était au 7e. Et finalement, le pont le plus bas, parce qu'après c'est la coque, le pont le plus bas, c'est le 4e niveau. Donc j'ai dit à mon épouse, il faut qu'on descende au 4e. Ça aussi, on le savait en ayant vu les vidéos de tous ces... La première vidéo qui nous expliquait le fonctionnement du bateau, et puis parce que ça faisait 7 jours qu'on était sur le bateau, donc on connaissait les repères et le fonctionnement. Donc on descend du 7e au 4e niveau. Là on voit les gens autour de nous complètement paniqués, avec des enfants, beaucoup d'enfants sur ce bateau, donc avec des cris, avec des pleurs, avec les gilets, enfin voilà, c'est la panique, et ça c'est assez indescriptible, hein, de toute façon, de ce qu'on peut vivre par rapport à ça, et de voir un petit peu les gens qui sont complètement paniqués. Et finalement, on s'aperçoit déjà là que c'est un peu chacun pour soi, parce qu'on ne s'occupe pas forcément de ce qui se passe autour de nous. Donc en fait, on arrive au 4e pont, donc, et du côté du bateau, finalement, du point haut. Et en fait, alors, comme j'ai dit, en fait, là, quand on arrive au point haut, le bateau avait déjà rebasculé. Donc, c'est-à-dire que, en fait, ce que je veux dire, c'est quand on a été au point haut, c'est toujours resté le point haut. Et heureusement, d'ailleurs. Donc, c'est-à-dire, il n'a pas rebasculé le moment qu'on était là. C'était avant qu'on monte finalement dans la chambre, que le bateau a rebasculé de l'autre côté. Donc en fait, on arrive au 4e pont, et là, en fait, déjà, on se retrouve, donc on pousse des portes, mais le bateau donc penche. Donc on pousse des portes, je veux dire que c'est presque c'est pas des Velux, mais pas loin. Ça veut dire que donc déjà, on est dans le repère 3D, c'est un peu complexe. Mais en tout cas, on pousse des portes, et là, on s'aperçoit que énormément de gens sur ce pont. Donc là, on arrive à l'extérieur du bateau, sur les ponts extérieurs, que c'est la nuit noire, qu'il n'y a rien autour de nous, que c'est la mer à l'infini. Et on ne sait pas ce qui se passe, mais on sait que le bateau est en pleine mer et qu'il est en train de couler certainement. Et en fait, on s'approche de chaloupes. Et déjà, on voit que des chaloupes, il n'y en a plus beaucoup, alors qu'on est encore très très nombreux sur le bateau. Donc ça, c'est un premier truc qui, moi, me paraît bizarre, mais en fait, on saura après coup qu'il y a beaucoup de gens qui sont partis, dont d'ailleurs le commandant, mais très très tôt du bateau, et avec peu de monde sur les chaloupes.
Sachant que ces chaloupes contiennent, quand on dit des chaloupes, c'est pas des petites barques, hein, c'est des chaloupes, ça contient à peu près 100-150 personnes. Hein, donc les dimensions de ce bateau-là qui fait 45 mètres de long, voilà, une chaloupe, c'est pas une petite embarcation. Mais en tout cas, on voit bien qu'il y en a de moins en moins. Et donc, c'est la queue pour essayer de prendre ces chaloupes. Et finalement, on arrive, donc c'est la cohue, hein. C'est la cohue, c'est chacun pour soi. Et c'est assez intéressant avec le recul de voir le comportement des gens et de la nature humaine. C'est assez... c'est ce que je retire, moi, qui est remarquable dans le sens vraiment de ce que j'ai remarqué de ce naufrage et de ce que je retiens, c'est quand on est face à l'adversité, quand on a peur de mourir, quand c'est complexe, l'homme avec un grand H, hein, l'homme ou la femme, mais on est vraiment face à soi-même et on essaye de s'en sortir. Et ce qui se passe à côté, on n'y fait pas attention. Donc voilà, j'ai vu des très très vilaines choses, c'est-à-dire de ce qui se passe dans la nature humaine, hein, des gens qui pensent qu'à eux, des gens qui marchent sur les autres, des gens qui disent, voilà, s'il y avait par exemple, et c'est vrai, hein, c'est pas qu'on m'a raconté, c'est ce que j'ai vu, des femmes qui ont des enfants dans les bras, qui sont enceintes et qui disent je suis enceinte, pour embarquer à juste titre la première sur les chaloupes. Et puis il y a des gens qui la retiennent en disant, il y a des hommes, moi aussi je suis enceinte. Donc voilà, il y a des trucs un peu compliqués dans ce qu'on peut voir à ce moment-là, et on en veut à la terre entière, en tout cas dans la nature, de dire mais comment on peut réagir comme ça. Au fil du temps, on s'aperçoit que on peut réfléchir sur ça, c'est-à-dire que qu'est-ce qu'est quelqu'un face à sa nature, face au danger, et comment on peut réagir, voilà. Donc les chaloupes, complexes parce que justement, même si je décris ça calmement, et même si on a toujours été calme avec mon épouse, vraiment sur l'ensemble des 12 heures, hein, de naufrage, c'est la panique autour de nous, ça se pousse, ça se bouscule, ça c'est assez indescriptible aussi, hein, les cris, les heurts, les insultes, voilà. Quelles que soient les langues d'ailleurs, parce que ça on comprend très bien, parce qu'il n'y a pas que des Français sur le bateau. Mais on arrive peu à prendre de chaloupe à chaque fois. Enfin, en tout cas, on arrive devant la chaloupe, on en fait la queue comme tout le monde, et puis la chaloupe, elle est mise à l'eau, et puis du coup, hop, il faut se décaler, aller à une autre chaloupe, et on se dit, mais jamais on va sortir de ce bateau, quoi. Et en fait, on arrive à un moment donné à prendre une chaloupe. Je ne saurais pas dire combien d'heures on a mis pour arriver à monter dans une chaloupe. Mais la problématique, c'est que on était dans cette chaloupe, en effet, on s'est dit, ça y est, c'est bon, on va s'en sortir. Et en fait, le bateau, il penchait de plus en plus, même si c'était très long, il penchait de plus en plus. Et en fait, les chaloupes, il y a un bras, j'allais dire automatique articulé, il y a un bras qui prend la chaloupe, qui la décale du bateau, et après, il y a des filins qui le déposent dans l'eau. Mais quand le bateau est trop penché, il y a beau avoir un déport du bateau, ce qui s'est passé pour nous, comme il était trop penché, le bateau il a touché la coque, donc on n'a jamais pu aller dans l'eau. Donc en fait, la seule chaloupe, en tout cas nous, hein, pour notre naufrage, de ce qu'on a vécu, en fait la seule chaloupe qu'on a pu prendre, au moment où elle est descendue, elle a touché la coque, alors avec perte et fracas, donc on n'a jamais pu toucher l'eau, et du coup on nous a remonté. Et du coup, on nous a renvoyé le bras,
et on nous a reposés sur le bateau. C'est complexe. C'est complexe parce qu'on se dit là, à ce moment-là, donc c'est quoi l'issue? Comment on fait? Donc voilà, c'est plutôt compliqué. Alors à ce moment-là, mon épouse me dit, moi je ne regardais pas trop ce que je faisais, enfin je sais que j'étais dans l'analyse et de jamais paniquer, j'ai jamais cru qu'il allait se passer quelque chose ou que j'allais mourir. J'étais serein, non quand même pas, il ne faut pas exagérer, mais en tout cas j'étais plutôt tranquille. Il y avait déjà là, à ce moment-là, par contre, les secours, les bateaux garde-côtes, et même si c'était la nuit, ben voilà, on savait qu'il y avait des gens qui étaient là autour des secours, donc je n'étais pas spécialement paniqué. Par contre, quand on nous a remonté là de cette chaloupe, j'ai dit ben, qu'est-ce qu'on fait quoi? Et en fait, mon épouse me raconte qu'elle m'a regardé à ce moment-là faire un 180 degrés avec la tête au bord du bateau. Alors au bord du bateau, bon. On est presque déjà enjambé la balustrade d'être sur la coque, mais ça va arriver, mais un peu plus tard. Mais en tout cas, de regarder un peu comme ça mon environnement et de dire, ben, on va aller là. Alors, on va aller là, en l'occurrence, c'est que j'avais vu justement un bateau garde-côte avec alors c'est la nuit, hein, avec un gros projecteur qui éclairait la coque du bateau à l'avant du bateau. Enfin, je me suis dit, on va aller vers ce bateau garde-côte. Et j'ai trouvé, et c'est moi-même, hein, là aussi, les secours, mais j'ai trouvé en fouillant dans des caisses qui étaient sur ce pont, une échelle de corde. Et cette échelle de corde, ben, j'ai pu la... D'ailleurs, c'est rigolo parce que quand on voit les images du Costa Concordia, qui sont encore visibles, on voit cette échelle de corde, et c'est bien de la voir. Cette échelle de corde, c'est moi qui l'ai mise en fait. Donc c'est rigolo de voir après avec les photos a posteriori, de voir toujours cette échelle de corde qui a beaucoup servi pour l'évacuation. Mais c'est moi qui l'ai mise avec une autre personne. On était deux à avoir trouvé cette échelle de corde et à l'avoir déployée à l'avant du bateau. Et du coup, on a pu sortir par cette échelle de corde. Donc, vraiment seul, vraiment sans aucun accompagnement du personnel à bord. On a su après qu'il ne restait pas grand monde de toute façon. Enfin, je parle dans le commandement, parce que les gens, par contre, le personnel était vraiment actif, mais les pauvres, ils n'avaient pas trop d'indications, donc ils étaient aussi paniqués que nous. Par contre, on a su après que le commandant et son staff étaient partis dans les premiers, avec les premières chaloupes. D'ailleurs, bien vides, hein, puisque la première chaloupe qui est partie avec le commandant, il y avait 10 personnes à bord, sachant que, donc lui et son staff, sachant qu'elle contiennent 150 personnes. Donc après, il a essayé de justifier, de dire qu'il gérait les secours en étant sur lui et la côte. Alors ça aussi, on a su après qu'on était près d'une côte. Hein. Nous, on n'a jamais eu l'information qu'on était près d'une côte. On n'avait aucune idée de ce qui se passait de l'autre côté du bateau. En effet, on pensait être en pleine mer. Et c'est vrai que c'est assez impressionnant de se dire qu'on n'a pas vécu le même naufrage de si on était d'un côté ou de l'autre du bateau. Alors, voilà, comme j'ai dit, moi, je suis allé côté point haut, parce que ça me paraissait logique. Et côté point E du bateau, qui penchait comme ça, on va dire, du coup, on était vraiment en pleine mer. Une nuit noire et pleine mer. Ceux qui étaient de ce côté du bateau étaient près du port et étaient à 25 mètres de la côte. Donc, je ne pense pas qu'on ait vécu le même naufrage des deux côtés. D'ailleurs, en tout cas, en termes de... je ne vais pas dire d'indemnité, mais en termes de procédure et de quoi que ce soit, les gens qui ont pu prouver qu'ils étaient d'un côté ou de l'autre du bateau n'ont pas eu forcément les mêmes indemnités. C'est comme ça, c'est étonnant, mais c'est comme ça. Mais en réalité, je ne veux pas dire qu'ils ont... Parce que c'est dramatique hein, d'être sur un bateau qui est en train de couler, quoi qu'il en soit. Mais eux, en tout cas, ils avaient une vision de ce que
la terre était proche, et 90% des gens qui étaient de ce côté-là sont partis à la nage, même si c'était l'hiver, même si l'eau était à 7 degrés, même si c'était compliqué, mais ils avaient 20 mètres à faire. Nous, enfin ceux qui étaient de ce côté du bateau, en effet, c'est le syndrome du Titanic. Et du coup, ouais, c'était finalement le bateau qui penchait de plus en plus, et qui allait sombrer. Donc les gens, même avec cette histoire qu'on n'arrivait pas à aller dans une chaloupe, beaucoup de gens ont sauté dans l'eau. Et d'ailleurs, il y a eu des morts, notamment d'hydrocution, parce que l'eau était froide et qu'on n'a pas pu les récupérer à temps. Il y a eu 36 morts sur ce naufrage. Et moi, j'en ai un souvenir assez vif, puisque j'ai remonté à bord un mort. Sur le bateau garde-côte, une fois que j'étais sur le bateau garde-côte, qui, eux, c'est leur métier et gèrent leurs priorités, mais ont vu que quelqu'un avait sauté dans l'eau et se sont approchés de lui, et je les ai aidés à remonter cet homme, en l'occurrence. Et le constat était qu'il était déjà mort quand on l'a remonté sur le bateau. Mais oui, donc c'est vrai qu'on n'a pas vécu, en tout cas, tous le même naufrage. Mais voilà, au-delà de ce qu'on a vécu les uns les autres, c'est la différence de comment chacun vit les choses. Ça, c'est assez... Moi, c'est ce que je retiens, en tout cas, beaucoup de ce naufrage-là. Et déjà, à ce moment-là, même si j'étais toujours dans l'action et de regarder un petit peu les gens et ce qui se passait, mais c'était comme ça, j'étais complètement dans l'action. Et puis, il y avait des gens qui étaient soit complètement paniqués, soit assez inertes, complètement figés. Et je leur en voulais beaucoup à ces personnes-là, et peut-être mon épouse en premier, où je ne comprenais pas pourquoi elle était figée. Et il m'a fallu du temps après pour comprendre que chacun était différent par rapport à tout ça. Mais on voit alors des choses particulières, des personnes qui perdent leurs moyens, des personnes qui, en effet... j'ai une anecdote où on se rappelle avec mon épouse avoir croisé un homme magnifique la veille, un Italien, un super beau Italien, dans toute sa splendeur, en costume, hyper bien sapé. La veille, cet homme-là nous avait il avait un aura, un charisme qui était magnifique. Il avait 2 femmes à ses bras qui étaient magnifiques, donc c'est vrai que ça nous avait interpellés. Et mon épouse s'en rappelle aussi très bien, qu'on s'était dit waouh, ils sont beaux tous les 3 là, voilà. Et l'homme au milieu entre ces 2 femmes était juste rayonnant, et on voyait qu'il était magnifique. Et le hasard, parce que vraiment sur les 4000 que nous sommes sur ce bateau, pour me retrouver le lendemain au moment du naufrage à côté de cette personne-là, et c'est le hasard de la vie. Mais cette personne-là avait perdu tout son aura. Et c'était assez, avec le recul, assez rigolo, j'allais dire, de voir que c'était finalement une personne qui était prostrée, qui avait peur. Et en fait, ces 2 charmantes jeunes femmes qui étaient à côté de lui la veille, qui en fait était en train de le rassurer, qui est en train de lui dire mais non, ça va aller et tout va bien, et voilà. Donc voilà, chacun est différent. Alors on voit des très très vilaines choses par rapport au comportement humain. On voit aussi de très belles choses. On voit des gens qui sont vraiment magnifiques. J'ai une anecdote assez marquante pour moi aussi par rapport à ça, où la seule fois où on arrive à aller dans une chaloupe, donc, comme je vous expliquais tout à l'heure, et dans cette chaloupe, on est à 150 dans cette chaloupe, donc ça brasse un peu aussi. Et puis il y a une vieille dame qui est toute seule, et on essaye de s'asseoir, il y a des bancs,
Et en fait, cette dame qui était toute seule, qui était âgée, et en fait, elle était debout, et donc on lui laisse notre place, c'est mon épouse et moi. Et en fait, elle nous dit non, mais... Et vraiment, elle nous dit ça, et c'était assez impressionnant. Elle nous dit non, mais si... Moi, ma vie, elle est faite. S'il y a des gens à sauver, c'est vous. Vous êtes jeune. Moi, voilà, même si je ne suis pas là assise, même si je ne m'en sors pas, c'est pas grave. Vous avez encore toute la vie devant vous. Voilà, ça nous a scotché. Et il s'avère, comme j'expliquais tout à l'heure, que cette chaloupe est remontée. C'est-à-dire qu'on n'a pas pu être sauvé avec cette chaloupe. Et bien sûr, dans la panique des 150 personnes qui sont, et tous les autres qui attendent pour prendre une chaloupe, cette dame, on l'a perdue de vue. Et on s'est dit, elle était toute seule, hein, une femme qui avait plus de 80 ans, et on s'est dit, jamais elle s'en sortira. Et c'est là où la vie est belle, je trouve, enfin, en tout cas dans les moments qu'elle peut nous offrir. Alors je fais un bond, mais 12 heures après, on est rapatrié par un bateau. Alors là aussi, il faut avoir envie de reprendre un bateau, puisqu'on est dans une île, hein, Giglio, mais qui du coup, il n'y a que des bateaux qui peuvent nous ramener sur le continent, en l'occurrence en Italie. Et sur ce ferry qui nous ramène. Donc pareil, plein de monde, hein, c'est des vagues de ferry qui arrivent pour évacuer ces 4500 personnes. Et on s'assoit, mon épouse et moi, sur ce ferry. Et qui s'assoit à côté de nous? Cette dame de 80 ans. On s'est pris dans les bras, on s'est reconnus, tous les trois, on s'est pris dans les bras en pleurant et en disant mais waouh, enfin voilà. Cette dame donc était sauvée, on était super contents, mais voilà, et c'est une femme qui est, voilà, je dis il y a des vilaines choses qu'on a vues, des belles choses, mais cette femme avait un aura aussi, elle était solaire, et devoir de dire avec tellement de recul sur la vie, et de dire ben voilà, vous voyez, elle nous dit ben voilà, vous voyez, je m'en suis sorti. Et voilà, enfin, je trouve ça magnifique aussi. Alors, quand on arrive avec cette échelle de corde à sortir du bateau et à monter sur ce bateau garde-côte, là c'est des petits bateaux, on n'est pas nombreux dessus, et puis eux, les secours, s'affairent, hein, donc ils regardent leurs priorités, hein, qui c'est qui est en danger, donc voilà, on récupère des gens qui ont sauté dans l'eau, qui sont dans l'eau, c'est ça la priorité. On récupère un mort, en l'occurrence, voilà. Mais c'est pareil, là aussi, on voit la gestion, le professionnalisme des secouristes, où, ben voilà, ce monsieur, en l'occurrence, il était mort, on passe à autre chose, parce qu'il est mort, on n'a plus rien à faire avec lui. Et donc, ce qui est assez impressionnant pour nous, c'est qu'on est sur ce bateau garde-côte, et du coup, alors je vous rappelle que voilà, on est sur le haut du bateau, donc on est à l'avant du bateau. Et en fait, notre bateau garde-côte fait le tour du bateau comme ça. Et donc on arrive à l'arrière du bateau, on retourne et on voit qu'on est dans un port. Donc c'est déjà hyper impressionnant parce qu'à aucun moment, nous en tout cas, on nous a dit qu'on était près d'une île, près de la terre ferme. On se croyait en pleine mer, en plein large. Donc c'est en faisant le tour du bateau qu'on a vu enfin, comment c'est possible qu'on puisse s'échouer, qu'on puisse couler en étant à 50 mètres d'un port. C'est assez inouï quand on voit, parce qu'on arrive, on est nuit noire et on passe derrière le bateau qui, bien sûr, le bateau fait 400 mètres, fait écran, hein, la lumière, tout ça. Et il y a de la lumière, il y a de la vie, il y a un port. Hein. Ça, c'est hyper impressionnant. Et on arrive à ce port, Giglio, c'est une toute petite île, hein, au large de l'Italie. Et ce port qui doit
qui est un port qui doit être magnifique, hein, au-delà de... Je ne l'ai jamais vu au-delà de ce naufrage, mais qui doit être magnifique. Qui est un petit port, donc, d'une petite île, et que, donc, je sais pas, il doit avoir une capacité de pouvoir contenir, je sais pas, 300, 500 personnes, on va dire, sur les quais. Et on est 4000. Donc, voilà, il y a du monde sur ce port. Et donc, on est sur ce port, et ce qui est assez hallucinant, et on est tous finalement face au port, mais face à ce bateau qu'on vient de quitter. Et c'est du cinéma. En fait, la plupart des gens, pratiquement tout le monde, on regarde ce bateau. Mais c'est assez hallucinant, puisque on vient de se poser sur un port, on voit le bateau qui est à 50 mètres de nous, on voit des hélicoptères, on voit des bateaux garde-côte qui savent faire, on voit des gens. Alors, c'est un film hollywoodien, hein. Ça veut dire qu'on est complètement figé, on regarde un film en fait. Alors qu'il y a des choses à faire, il y a des blessés, il y a des gens qui sont affairés, des garde-côtes qui ramènent des blessés, qui ramènent tout ça. Mais les gens sont complètement figés face à cette image, mais qui est hallucinante. Je veux dire, moi, cette image, elle restera gravée en moi. C'est un plan magnifique d'un film hollywoodien. Hein, où on est, je pense on pourrait faire un film de ça. Hein, où on voit, on est dans un petit port, on voit un bateau gigantesque qui dépasse du port. Et voilà, avec des hélicoptères, des lumières, des cris, des heurts, des flammes, des machins. Enfin voilà, c'est assez fantastique. Enfin, fantastique en tout cas dans le sens de cette image-là. Et donc, oui, les gens sont assez figés et on est quelques-uns à être... j'ai l'impression qu'on n'est que quelques-uns à être plutôt dans l'action, à vouloir s'occuper des gens, à vouloir regarder un peu ce qui se passe. Et moi, d'en vouloir à la Terre entière, enfin, en tout cas à tous les gens-là, de les trouver très inactifs. Et je comprendrai plus tard que finalement, voilà, on est tous différents par rapport à ça, il n'y a pas de jugement à avoir. Et c'est pas parce que quelqu'un ne réagit pas qu'il est moins bien que nous. Que voilà. Donc c'est juste devant un fait, devant quelque chose qui vient de se passer. En plus, il faut savoir que les gens qui sont sur le port ont vraiment l'impression d'avoir sauvé leur peau, puisque finalement, on pensait tous... couler, et parce que pour nous, voilà, on ne savait pas où on était, on était pour la plupart d'entre nous plein large, et voilà, et on allait couler. Donc il y a ce moment-là de quelques heures où il y a sûrement l'adrénaline qui descend, on est sauvé, on se pose plein de questions, de se dire mais voilà, waouh, je viens de vivre un truc, je suis vivant, mais on est figé et on est chacun face à soi-même. J'ai aussi ce souvenir à côté de mon épouse et moi, d'une famille, c'est-à-dire d'un papa, d'une maman et de 2 enfants, où en fait, les 4 pleurent, les quatre personnes, les 2 parents, les 2 enfants pleurent, personne ne se prend dans les bras. En fait, on est face à soi-même. On a trop d'abord, je pense, en premier de peine d'assumer soi-même. Et du coup, on est chacun face à soi-même. Et c'est une image, moi, qui est forte aussi, je trouve, de voir une maman pleurer, un papa pleurer, face à cette image de bateau là, qui est en train de couler. Et chacun, individuellement, est en train de pleurer, et chacun se prend dans ses bras. Alors, peut-être qu'ils se sont pris dans les bras 10 minutes après. Mais en tout cas, j'ai cette image-là où c'est vraiment chacun face à soi-même. Et c'est vraiment ça que je retiens de ce naufrage, de cette situation, c'est qu'on est tous seul face à soi-même quand on est dans l'adversité, quand on est dans un moment complexe où on pense que ça va être la fin. Les gens de notre génération, forcément, il y a un film qui nous a tous marqués, c'est Titanic. Et finalement, dans ce que tu nous décris, on voit quand même des scènes qu'on a pu voir dans Titanic, l'histoire des chaloupes qui n'arrivent pas,
tombe sur le côté du bateau, le bateau qui penche, l'histoire de la balustrade où tu dis à un moment il faut qu'on passe de l'autre côté. Moi, ça me fait penser à des scènes de Titanic, qui est un film qui a marqué beaucoup de monde. Est-ce que, dans ce moment-là, tu as pensé au film? Est-ce que tu as eu des images, Parce que forcément, je sais que les gens qui vont regarder la vidéo vont forcément faire un lien. Donc je me permets de poser cette question sur ce moment-là. Est-ce que vous y avez pensé? Donc Titanic est un film qui relate une histoire vraie, hein, pour le coup. Alors, j'allais dire, au-delà du film, qu'on a tous vu certainement, et comme tu dis, pour lequel on peut penser, il faut savoir qu'en plus que c'est 100 ans après. Titanic, la vraie, le naufrage du Titanic, c'est 1912. Et ce naufrage-là du Costa Concordia, c'est 2012. Et en fait, il y a vraiment le lien qui a été fait. Alors, pour répondre à ta question, sur le coup, non, j'ai pas forcément pensé. Sur le coup, j'ai pas forcément pensé au Titanic. Mon épouse y a pensé. Elle y a vraiment. Elle a vraiment pensé à ça. Et puis, voilà, la différence peut-être entre ce qu'elle a vécu, que j'ai vécu, c'est pour ça que je disais tout à l'heure que c'est très individuel. C'est qu'elle s'est vue mourir. Elle pensait que c'était la fin, qu'elle allait mourir. Moi, non. C'est pas du tout pour faire le héros, mais je n'ai jamais pensé que j'allais mourir. À aucun moment. Donc, oui, je sais qu'elle y a pensé au Titanic. En disant, ben voilà, il va se passer ça, est-ce que je vais devoir retenir ma respiration parce que je peux me noyer? Enfin voilà, elle en était là dans ses réflexions, puisqu'elle m'en a parlé après, donc elle pensait à nos enfants, de dire, ben voilà, ils seront heureux, ils auront une belle vie. Voilà, donc elle était déjà dans cette démarche. C'est pour ça que d'ailleurs, elle était sûrement figée dans ce naufrage, que je ne comprenais pas, moi. Mais quand j'ai su qu'elle était dans cet état d'esprit-là, de se dire que c'était la fin, qu'elle allait mourir, et que moi, pas du tout, le fait que je comprenne qu'elle était dans cet état-là, ça m'a permis de la comprendre et de dire, ouais, ok, on n'a pas vécu la même chose. Et il m'a fallu justement ce temps-là pour comprendre. Donc le Titanic, sur le coup, j'ai pas du tout pensé. J'ai plutôt pensé, comme je disais, cette scène-là sur le port à des gros films américains, voilà, Die Hard, enfin voilà, des choses comme ça où ça bouge de partout, où il y a plein de trucs. Ça, c'est vrai, je me rappelle avoir un peu cette idée-là de dire, waouh, je suis en train de regarder une scène de film hollywoodien. Non, Titanic, moi, j'y ai pas pensé, mais en tout cas, très très vite, en tout cas, j'allais dire le monde médiatique, puisque c'est une affaire qui était très médiatisée, mais le monde médiatique a fait le lien, lui, notamment parce que ça faisait 100 ans après, pile poil, et quelques mois après, mais voilà, en tout cas, sur les années de 1912 et 2012. Mais voilà, donc non. J'ai pas, moi, pensé à ça. Cette expérience, avec le recul, elle est super enrichissante. Alors, je dis ça, ouais, les gens disent, ouais, quand même, t'as vécu un naufrage, c'est pas forcément super chouette. Bah si, parce qu'avec le recul, ce que je disais, j'ai commencé à dire un peu tout à l'heure, mais c'est vrai, ça m'a beaucoup appris de moi, mais ça m'a aussi beaucoup appris des autres, c'est-à-dire de pas être dans le jugement. En fait, il n'y a pas qu'une vérité. J'ai une enfin, c'est plus qu'une anecdote. Enfin, vraiment, maintenant, ça fait partie de ma vie. Et le sens de cette phrase, quand on dit « c'est ton point de vue », littéralement, sur un bateau, quand on dit « c'est ton point de vue », enfin, sur un bateau, je sais pas, ça doit être pareil sur plein de choses, mais en tout cas, moi, cette phrase-là, littéralement le point de vue, c'est-à-dire où je me situe par rapport à ce que je suis en train de voir, et que quelqu'un d'autre, il peut être en face de moi, à côté, il ne verra pas la même chose, donc il n'aura pas le même point de vue.
ça a pris un sens phénoménal. Et que donc, il n'y a pas qu'une seule vérité. Donc ça apprend beaucoup, ça. Alors sur tout ce qui se passe dans notre monde, hein, où en fait souvent on n'a qu'un prisme, des choses, que ce soit voilà, dans les conflits, dans ce qui se passe, dans tout ce qui se passe dans le monde, mais même en termes de relations humaines ou d'interaction humaine, c'est comprendre l'autre, ne pas le juger. Ça m'a beaucoup aidé pour ça. Je pense, grâce à cette expérience-là, être beaucoup moins dans le jugement. Alors, c'est pas que je pensais détenir la vérité, mais c'est que des fois, je comprenais pas le point de vue de l'autre, parce que ça me paraissait aberrant et tellement loin de moi. Mais si, c'est pas parce qu'on pense différemment de moi qu'on est plus con. C'est pas parce qu'on pense différemment de moi qu'on est moins intelligent. Et que en effet, voilà, c'est ce que je retiens le plus, mais il n'y a pas qu'une seule vérité. Donc ça, c'est assez top comme finalement expérience. Donc on peut vivre tous des naufrages, le même naufrage, en ayant l'impression qu'on est en milieu de la mer ou en étant à 25 mètres de la côte. C'est ça, c'est qu'on peut... C'est exactement ça, c'est-à-dire qu'on n'a pas, on va pas raconter la même chose. C'est pour ça quand on parle, même si on est un phénomène de groupe, là en l'occurrence on était 4500 sur un bateau, je pense qu'il y a 4500 histoires différentes. Pourtant dans les faits, il s'est passé qu'une seule chose. Il s'est passé un bateau qui a heurté un rocher et qui s'est retrouvé devant le port de Giglio, au fond, et qui a penché. Ça, c'est les faits. Après, comment on vit les choses et comment on peut raconter les choses sans sortir de cette vérité-là. Ça, c'est des faits, ce que je viens de dire. Mais au-delà de ces faits-là, ben oui, on peut être 4500 à raconter des choses qui paraissent complètement différentes. Et en effet, ne serait-ce que par la position sur laquelle on était sur le bateau, à bâbord ou à tribord, pour parler maritime, on n'a pas vécu les mêmes choses.